Bonjour, mesdames, messieurs, animaux, végétaux, ou que sais-je, tout être vivant est capable de regarder cette vidéo. Bienvenue sur ce cours de C#. On attaque la séance 6, c'est ça, tout à fait, la séance 6. Ah oui, je suis déjà perdu, tout ça avance vite, hein, le monde passe, le temps passe à une vitesse folle. On se retrouve pour parler des structures conditionnelles qui fait suite assez directe, hein, avec la séance sur les opérateurs qu'on a eu précédemment qui était assez longue, hein. Il y avait beaucoup à digérer sur cette vidéo, mais encore une fois, des notions, en tout cas des opérateurs qui sont réutilisables et qu'on retrouve pour la quasi-totalité sur l'ensemble des langages de programmation. Donc ça aide pas mal, ça permet d'apprendre beaucoup de choses en un, et pour d'autres langages à venir que vous irez en tout cas, sur lesquels vous irez vous former. Donc il y a pas mal de choses à voir. Les structures conditionnelles sont très simples. En gros, le principe même, alors d'ailleurs on va peut-être passer quand même sur, voilà, sur la bonne fenêtre, hein, c'est cool, c'est super. Une structure conditionnelle va dire simplement une chose. On va vérifier, on va faire un test, d'accord? On va effectuer un test avec des opérateurs, justement les opérateurs de comparaison, ce qu'on a vu, vous savez, les opérateurs d'égalité, d'inégalité, la négation, etc. Les opérateurs qu'on a déjà abordés précédemment. Alors je vais vous les noter très rapidement, ça vous les aurez. Vous avez l'opérateur là, l'inégalité, la négation, inférieur strictement à, strictement supérieur à, inférieur ou égal, et supérieur ou égal, et les fameux opérateurs logiques, un booléen logique, le et le ou. Voilà, ça c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, le minimum requis pour effectuer des tests, donc des conditions. On parle de structure conditionnelle parce qu'en fait, ça englobe tout un contexte. Comme on a par exemple un contexte ici, comme on le verra plus tard pour les classes, pour les méthodes, vous voyez, on a une fameuse accolade, hein, qui indique le début en fait d'une méthode, le début d'une classe et la fin. On va retrouver éventuellement la même chose pour les conditions, parce que c'est une structure. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Prenons le cas le plus simple. On va reprendre l'exemple qu'on avait utilisé, je crois, précédemment, concernant, par exemple, imaginons sur un jeu vidéo, par exemple, d'indiquer qu'un jeu est exécuté ou non, ce qui permet par exemple de quitter un jeu proprement par la suite. On indiquerait que par défaut, notre jeu est lancé. D'accord? On vient de lancer le jeu, paf, is launched, et directement initialisé à true. On peut dire, du coup, bah, si à un moment donné, le jeu ne l'est plus, donc j'utilise le mot-clé if, on met des parenthèses, très important, et dans la parenthèse, vous faites, bah, tout simplement, vous testez l'expression que vous voulez. Donc là, je rappelle, on utilise un opérateur unaire, donc ça va beaucoup plus vite, pas besoin de comparer de valeurs. On dit, bah du coup, est-ce que ingeloged, pardon, est une négation, donc en fait, est l'inverse de true, d'accord? C'est-à-dire bah, qu'en fait, c'est égal à false. Et si c'est le cas, on mettra jeu coupé. Alors je vais mettre jeu off, voilà, ça fait plaisir, comme ceci. Là, je n'ai pas besoin de mettre d'accolade puisque je n'ai qu'une seule instruction. Quand on n'a qu'une seule instruction ou éventuellement une autre structure conditionnelle, puisque la structure conditionnelle en elle-même est considérée comme une seule instruction, on n'est pas obligé de mettre des accolades. Pareil, comme je dis dans d'autres langages, si vous avez peur des fois d'oublier de les mettre quand il faut, mettez-les tout le temps. D'accord? C'est-à-dire que si vous les mettez à tous les coups, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et que ça compilera à chaque fois. Par contre, sachez que quand vous avez vraiment qu'une seule instruction comme ça, vous pouvez omettre les accolades, ça permet de gagner un petit peu de place. On teste ceci, .NET Run, et nous avons rien du tout, puisque, évidemment, oui, ça veut dire j'ai ce que je m'attendais à voir quelque chose, mais non, c'est normal, on n'a rien qui est affiché, puisque le jeu est lancé. Si en revanche, alors, mettons le jeu est comme ça, d'accord, il se passe tout un tas de choses, hein, voilà, je vais mettre il se passe tout un tas de choses, et d'un coup, l'utilisateur appuie sur le bouton pour quitter le jeu, et du coup on passe la variable false, pour indiquer que le jeu est quitté, paf, on quitte. On pourrait même dire d'ailleurs à bientôt, on pourrait voilà, remercier le joueur et dire merci d'avoir joué. Et là vous voyez qu'effectivement le jeu est coupé, c'est effectivement le cas. Voilà, une condition, on vérifie une expression, on effectue un test selon les opérateurs qu'on a vus, on peut sans problème faire tout un tas de choses. Ça c'est vraiment le plus simple. Si on veut traiter le cas inverse, par exemple, si par exemple là le jeu n'est pas coupé, alors d'ailleurs c'est un peu bizarre, on peut plutôt faire ça comme ça, dans ce genre de cas, dire si le jeu est lancé on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Comment on effectue ça? Vous voyez qu'on peut mettre un if tout seul. On fait juste un si, en fait. Le if, c'est pour dire si. Si quelque chose est validé, une expression, alors on fait quelque chose. Le sinon n'est pas obligatoire, mais on peut le mettre, on le met après. Donc là, comme je ne mets qu'une seule instruction dans chaque, je ne mets pas d'accolade. Encore une fois, si vous avez peur de les oublier, vous mettez les accolades pour le if, hein, donc vous mettez en fait là, et vous mettez là. Et pour le else, même chose. Vous répétez, d'accord, comme ceci, pour être sûr que ça, voilà, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc la règle, je vais vous les mettre pour ce coup-là, pour vous voyez que ça fonctionne aussi. Donc là, ça veut dire quoi? Si c'est lancé, si is launched, pardon, je vais y arriver,
est égal à true, parce que c'est ça que ça doit retourner, hein, c'est une vérification booléenne, tout simplement. Donc lunaire, parce que là on n'a même pas on n'a même pas d'opérateur directement utilisé, ça va afficher que le jeu est lancé. Et sinon, le else, le jeu sera off. Donc ça, tout dépendra de la valeur qu'elle a. Voilà, là on va avoir jeu on, c'est égal à true, si ça passe à un moment donné à false, ce sera l'inverse. Donc on peut comme ça faire ça. Passons sur un exemple un peu plus parlant pour faire autre chose. Si par exemple on va prendre un exemple qui est pas mal aussi, on va prendre par exemple un nombre, d'accord, genre ceci. Je peux dire, est-ce que si number, par exemple, est plus grand que 0? Et là, bon, je mets pas d'accolade parce que je refais tout de suite un if. Vous voyez, pas besoin d'accolade, pas obligatoire. Et si number est plus grand que 10? Et on peut les cumuler, je peux encore les imbriquer, on peut imbriquer comme ça sans problème. Et si number égale 14, dans ce cas-là, c'est le jackpot. Sinon, donc là je fais exprès de faire ce genre de syntaxe pour que vous voyez qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'accolade et surtout voir l'imbrication qu'on peut faire. Hop, le petit smiley pas content, tout triste, évidemment, ce qu'il a perdu. Là, sans surprise, à l'exécution, c'est le jackpot, parce qu'on a bien 14. Est-ce que ce test est valide? Oui. Ça va retourner true, d'accord? C'est comme si vous faisiez ça, en fait. Hein. On pourrait même d'ailleurs le faire en intermédiaire, faire par exemple. Et après ici, enfin pas comme ça, parce que là on va modifier la variable, pas top. Mais en gros faire result test result. Et là du coup ce serait ça. Encore une fois, les expressions comme ça avec ces opérateurs, on ne peut utiliser en dehors d'une condition. C'est ce que je vous disais dans la séance précédente. On n'avait même pas abordé les conditions d'ailleurs. Donc on peut faire ça, et ensuite du coup c'est lui qu'on a à tester. Simplement. Parce que ça, forcément, quand on a ce genre d'opérateur d'égalité, inégalité, etc., ça retournera forcément true ou false. Rien, ça peut pas être autre chose. C'est forcément vrai ou faux, au niveau des résultats. Bon, je vais remettre cette syntaxe, on va pas rajouter une variable inutile pour le coup. On peut le faire, encore une fois, n'ayez pas peur des fois utiliser des variables intermédiaires, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que vous utilisez une variable supplémentaire que ça va alourdir votre code, qui sera moins performant, moins rapide, tout ça. Il n'y a aucun problème. Si ça améliore la lisibilité pour vous de votre code, faut surtout pas s'en priver. Après, il faut pas non plus créer 15 000 variables pour rien. Il faut quand même que ça ait une certaine utilité. Donc là, on fait ça. Est-ce que number est plus grand que 0? C'est le cas, donc ça retourne true, donc on rentre dans le if. On arrive directement sur un autre test. Est-ce que number est plus grand que 10? Oui, ça retourne true, donc on rentre dans ce if là. On arrive encore sur un autre if. Est-ce qu'il est égal à 14? Oui. Et voyez, évidemment, que comme on est entré dans ce if, le else ne se fait pas. C'est l'un ou l'autre. On a en fait une comment dire, une structure finalement qui est comment je peux dire ça? On a une structure booléenne, voilà, mais c'est pas vraiment le terme qu'on emploierait, mais c'est un peu ça. En gros, quand on a un if et un else, il y aura forcément que l'un ou l'autre qui sera exécuté. On va pas exécuter le code du if et le code du else ou l'inverse. C'est soit l'un, soit l'autre. On peut rajouter également d'autres tests, que là, vous voyez, du coup, il y a pas mal de choses. On peut faire, par exemple, donc déjà, bon, if number plus grand que 0, on peut dire console.write9. Je vais mettre ça. Ensuite, on peut rajouter un autre test, de dire bah, sinon, c'est-à-dire sinon, s'il n'est pas plus grand que 0. Sinon, si. Et on utilise le symbole, enfin plutôt le mot-clé else if. Number moins grand que 0. On peut faire ça. Et on peut éventuellement, parce qu'il faut traiter le cas bah, qui n'est ni dans le if et dans le else, celle-là vous l'avez sûrement trouvé, c'est le cas bah, où ce serait à 0. Là, vous voyez, pour le else, on ne met pas. Pour le else, on ne met jamais de vérification à faire. Parce que le else, c'est le cas toujours par défaut. C'est si on ne entre dans aucune, si on ne valide aucun des tests avant, dans tous les if, les else if, parce qu'on peut mettre plusieurs if, on peut mettre plusieurs else if. Hein. Voilà, j'en ai mis qu'un seul là de chaque, et vous pouvez en avoir plusieurs, d'accord? Par contre, le else, il est toujours à la fin, il n'y en a qu'un seul, si on en met un. Et bah ça, c'est le cas par défaut. Donc là, le cas par défaut, normalement, vous l'avez pigé. Si le nombre n'est pas plus grand que 0 strictement et n'est pas strictement inférieur à 0, c'est qu'il est, du coup, égal à 0. On va mettre un double égal parce qu'on est en informatique. On va faire ça bien. Alors, non, j'ai mis une petite étoile, enfin une astérisque en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié un point virgule ici. Bravo, on oublie la moitié des caractères, très bien. Et là, c'est plus grand que 0. Si je mets 0, ça va entrer dans le else. Et c'est les instructions. Enfin là, il n'y en a qu'une seule, mais ce serait les instructions du else.
ce sont les instructions du else qui sont exécutées. Ça, c'est pris en compte. Voilà, donc vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez le if, c'est le strict minimum. On a éventuellement des fois des else if ou d'autres if, parce qu'on peut très bien faire ça, hein. C'est-à-dire qu'on là, au lieu de mettre directement un briquet, on peut à un moment donné faire ça. Je fais. Vous allez voir un peu. On va mettre par exemple, on va remettre 15. Ça. J'essaie de vous mettre un maximum d'exemples, hein, pour que ce soit bien clair. Voilà. Là, qu'est-ce que ça fait au niveau du code? On crée une variable number de type int, on lui affecte la valeur de 15. On fait un premier test. Est-ce que number est plus grand que 0? Oui. Du coup, j'exécute les instructions à l'intérieur du if. Il n'y en a qu'une seule, elle affiche plus grand que 0. C'est le cas. Ensuite, on continue le code, et là, on arrive sur un autre test. Est-ce que number est plus grand que 10? C'est le cas, il est égal à 15. Donc on affiche plus grand que 10. Et du coup, les deux affichages se feront. On a fait les deux ifs. Donc on peut comme ça faire des ifs tout seul. C'est pour ça qu'on a des ifs, au moins un if minimum, parce que s'il n'y a pas d'if, il n'y a pas de condition du tout, hein. Il n'y a pas de else tout seul ou de else if tout seul, il y a forcément un if au départ, au minimum. On peut avoir du else if, plusieurs également, éventuellement, et on a un else, pas obligatoire, mais à la fin, et un seul else, et pas de test à mettre dedans, d'accord? Encore une fois. Il y a juste des tests dans les if, et dans le ou les else if, très important. Donc ça, c'est la syntaxe à connaître. Pareil, on la retrouve dans pas mal de langages de programmation. C'est quasiment la même pour tous. On en a des fois où, au lieu d'avoir le else if comme ça, on a elif. Il y en a qui attachent tout aussi le else if. Bref, si vous apprenez cette syntaxe pour ce langage, vous en connaîtrez pas mal, mine de rien, quasiment tout aussi. Encore une fois, pour plein d'autres langages de programmation. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà pour ce type de vérification. Donc simplement, maintenant que vous connaissez les opérateurs, vous testez if, else. Vous pouvez même tester les imbrications. L'avantage, c'est qu'avec ce type de vidéo, vous pouvez faire plein de programmes de test, voilà, de votre côté, pour bien assimiler cette notion de structure conditionnelle. Vous avez plein de petits exercices que vous pouvez faire vous-même, en vérifiant par exemple l'âge d'une personne, en simulant un système de connexion, genre avec un pseudo et un mot de passe. Enfin, il y a vraiment plein d'exercices très simples. J'ai même pas besoin de vous en donner, hein. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour véritablement vérifier comment fonctionnent ces structures conditionnelles, comment on valide des tests comme ça, et comment on utilise tous ces opérateurs. Il y en a plein, donc n'hésitez pas à l'utiliser de manière variée, d'utiliser de manière variée pour tous les comprendre. Au niveau des opérateurs là, c'est tout simplement ça par exemple. Donc on a number égale, comment je peux faire ça? Je sais pas moi, 26, voilà. Et puis on peut cumuler les tests. Si number est plus grand que 0, et number plus petit que 50. C'est OK. D'accord? Il faut que les deux soient vrais. Rappelez-vous de ce qu'on avait fait dans la séance précédente. Il faut que ça renvoie true, et ça aussi ça renvoie true. C'est les deux obligatoires, rappelez-vous, hein, l'histoire du passeport et de la carte d'identité, pour que ce soit valide. Obligatoirement les deux. S'il y en a un seul des deux qui n'est pas vrai, un seul des tests qui n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas, on ne rentrera pas dans le if. Par contre, si on fait ça, un seul des deux seulement est obligatoire. Donc si number est plus grand que 0 mais qui dépasse 50, pas de problème parce qu'on n'a pas rendu obligatoire ce test là. Donc là, c'est OK. Donc si je fais ça, encore une fois, j'ai sauvegardé, c'est bon. Plus. Là, on ne rentre plus dans le if, donc ça n'affichera rien. J'espère que c'est suffisamment clair et que vous avez bien compris le principe. On continue, parce qu'on a quelques petites autres choses à voir. On va passer maintenant sur une autre, on va dire un autre formatage, une autre syntaxe de la boucle de la condition. Quand on a par exemple plusieurs if, des fois vous aurez besoin de vérifier plusieurs valeurs. Alors pas forcément dans les programmes que vous ferez là, mais si un jour vous avez, je sais pas moi, si vous voulez vous donner un ordre d'idée, dites-vous que quand vous avez 5 if, d'accord, 5 structures conditionnelles, vous pouvez éventuellement remplacer ces 5 structures conditionnelles par la fameuse structure qu'on appelle le switch. Le switch, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça. Alors déjà, dans ce langage-là, attention, ce n'est pas le cas de tous les langages, la donnée, donc la variable utilisée pour le switch, peut être un nombre, pas de problème, évidemment, ça fonctionne dans tous les langages qui ont le switch, hein, même le langage C par exemple. Par contre, le C# que propose pas notamment le langage C, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, peut aussi être fait, comme pour Java, sur une chaîne de caractères. Si par exemple vous faites le test sur une chaîne de caractères, on peut utiliser le switch aussi. Attention, si vous êtes sur un autre langage que le C# par exemple, eh bien le switch ne fonctionnera pas forcément pour une chaîne de caractères. Donc attention, mais là on est en C#, donc ça fonctionne. Et là en plus on est sur un nombre, donc il n'y aura pas de problème. Comment fonctionne le switch? Eh bien en fait c'est ça, il dit, on va faire plein de tests, une batterie de tests sur cette variable-là. Et on va traiter plusieurs cas. Comment on traite les cas? On utilise le terme anglais pour ça, c'est case. Dans le cas par exemple où
ce serait 70. On met 2 points, et bon, moi le formatage que j'utilise pour que ce soit bien lisible, c'est celui-là. C'est-à-dire que je vais à la ligne, je fais une petite tabulation, et je mets ensuite ce que j'ai envie dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, on met à la suite tout ce qui va se passer dans le cas où number est égal à ça, 70. Donc je vais mettre C70, parce que je ne vois pas trop quoi mettre d'autre. On pourrait mettre d'autres instructions derrière, hein, afficher autre chose, refaire des ifs, hein, vous voyez, on peut faire plein de choses, hein. C'est comme n'importe où dans le code, on peut faire tout un tas d'autres instructions, des affectations de variables, des autres calculs, aucun problème bien sûr. Le plus important par contre, pour sortir du switch, parce qu'on va pas continuer de faire d'autres tests, hein, on est entré dans celui-là, donc si c'est égal à 70, c'est pas autre chose, parce que si on veut pas que ça vérifie d'autres tests, on utilise l'instruction break. Break va dire, bah, tu casses en fait le switch, donc tu sors de cette structure. Donc on va arriver là en fait, on va sortir de la collade et on va continuer l'exécution de la suite du code. Si par contre vous voulez quand même effectuer les autres tests, par exemple on peut faire ça. Alors pas forcément, non, là on n'a pas forcément d'exemple, mais vous vouliez par exemple, je sais pas moi, je sais pas forcément d'exemple probant, mais en gros on voudrait vérifier autre chose derrière. Bah, si on veut qu'une fois qu'on est entré dans ce cas-là, si on a dû exécuter des choses, on veut vérifier éventuellement les autres tests qu'on a dans le switch, et ben on met pas de break. Et du coup, ça continuera tous les autres tests. Parce que des fois, il peut y avoir des cas où on a d'autres tests qui entrent en jeu, d'accord, et qui peuvent être validés. Dans ce cas-là, on fait ça. À la fin, comme pour le else par exemple, c'est toujours bien dans ce genre de cas d'avoir un cas par défaut. Admettons que la number ne valide aucun des tests que vous avez, c'est-à-dire aucune des parties case. C'est bien d'avoir toujours un cas default à la fin, sauf si vous avez un cas spécifique où il n'en faut absolument pas, mais généralement c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, bah, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire le default, c'est si on n'a validé aucune condition avant. Et là, bah, on peut mettre un message d'erreur, on peut dire, je sais pas moi, qu'il y a une commande qui est mal. Si vous avez besoin de vérifier une valeur, bah, de dire que la valeur est incorrecte. Bref, ça peut aussi servir un peu de, voilà, de vérification d'erreur. Ça peut être pas mal. Et pareil, à la fin, pour sortir évidemment, à la fin, on met un break. Donc le minimum, c'est ça. On met un default avec un break. En gros, bah, on ne fera rien. Voilà, si number, on peut rien en faire, s'il n'y a aucune valeur qui est validée, bah, tant pis, on sort directement. Donc ça c'est utile si vous voulez vous donner un ordre d'idée à partir par exemple de 5, voilà, quand vous avez 5 if, comme ça commence à faire beaucoup de code, vous pouvez si vous voulez formater ce code là dans un switch. Si après vous en avez que 2-3, c'est pas forcément obligatoire. Encore une fois, c'est pas une structure obligatoire à utiliser, c'est une autre syntaxe possible pour faire des conditions en C# et dans pas mal d'autres langages aussi d'ailleurs. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Voilà pour ça. Passons. Pour terminer, on en avait parlé, je crois, oui on en avait parlé dans la séance précédente, oui on en a parlé en plus très rapidement, le fameux opérateur pour les ternaires. Je vous avais même montré le symbole, je vous avais montré que c'était un point d'interrogation. Et je vous avais dit que ça permettait en fait de faire plusieurs choses en un, pour avoir moins de code à écrire. Alors attention sur le ternaire, petite information, certes ça permet d'écrire moins de code, mais comme beaucoup de solutions qui permettent d'écrire moins de code, ça peut rendre aussi très vite le code illisible. Donc l'utiliser seulement pour des tests très simples, ne commencez pas à utiliser cet opérateur pour faire justement bah, voilà, une condition ternaire avec par exemple une ligne de voilà, je sais pas combien de choses à vérifier, parce qu'au niveau de la lecture du code, ce ne sera pas très lisible. Comment on peut faire ce test très simplement? On peut dire, je sais pas moi, bool result, simplement. Or par défaut je mets rien, on va mettre rien même si on pourrait mettre quelque chose. On va mettre un âge, du genre 19, par exemple vérifier la majorité de quelqu'un, et on peut dire ceci. On fait le test. Est-ce que la personne a plus ou exactement 18 ans? La majorité en France notamment. On met l'opérateur ternaire, qui est un point d'interrogation. Et là, voilà comment que ça va se passer. Dans le cas où cette condition est vraie, qu'elle retourne true, on va faire une chose. Donc là, en gros, vous voyez, on va affecter une valeur à ça. N'oubliez pas la priorité des opérateurs. Donc là, par exemple, bah, je veux mettre que c'est true. Ensuite, on met 2 points pour séparer en fait dans le cas où cette condition n'est pas validée, ce test n'est pas validé. Donc là, ce serait false. Donc comment que ça fonctionne? Au niveau de l'ordre, il y a des parenthèses ici, donc c'est ça la priorité. La priorité, c'est le test qu'on fait, conditionnel. On vérifie ça. Si ce test-là retourne true, on fait ce qu'il y a juste après le point d'interrogation et avant les 2 points. On fait cette partie-là. Et sinon, le else, en fait, ça reviendra à faire un else, on fait ce qu'il y a après les 2 points et avant la fin de l'instruction. Et du coup, le résultat obtenu là, soit celui-là, on l'affecte, parce que je vous ai dit que l'opérateur d'affectation avait une priorité très basse en programmation, à la variable result. Et là, très simplement, avec un petit writeLine, on affiche le tout, pas de problème, et là normalement vous avez compris ce que ça va afficher avant même que ça s'exécute. Ça affiche true, puisque 19 est bien supérieur ou égal à 18, pas de problème.
Donc là, vous voyez, c'est très simple à lire, c'est une syntaxe assez légère, on perd pas en lisibilité. Par contre, si vous commencez ici à faire tout un tas de choses, je sais pas, à faire d'autres affectations, d'autres hôtels, n'importe quoi, ou de faire des calculs plus compliqués, genre je mette, enfin pas dans un booléen, forcément ça passerait pas. Donc admettons par exemple un int result. Alors je sais pas pour quelle raison, mais qu'on commence à faire des calculs, hein, qu'on s'amuse à faire des calculs, d'accord, ou n'importe quoi comme ça. Enfin, vous voyez, très vite on peut perdre en lisibilité. Ça permet d'écrire moins de code, mais le problème c'est que on perd en lisibilité. Donc attention, généralement le ternary on l'utilise pour des choses assez légères au niveau syntaxe, pour que ça reste quand même lisible. Donc ça en fait, ça revient, je vous montre un peu l'équivalent. Le ternaire, parce qu'encore une fois, le ternaire n'est pas une syntaxe obligatoire, on peut parfaitement s'en passer. Hein. Si vous ne l'utilisez jamais en programmation, honnêtement, il n'y a aucun problème. D'accord, ce n'est pas un souci d'optimisation haut, il n'y a aucun problème, vous écrirez juste un peu plus de code, mais si vous ne voulez pas vous en servir, par choix, il n'y a aucun souci. Ça revient simplement à faire ça. Alors, je fais la syntaxe, on va dire, la plus développée. On peut écrire des valeurs plus raccourcies, mais là, on va écrire la syntaxe la plus développée. En gros, à dire, dans le result, juste true, sinon, dans le result, tu mets false. Voilà. Ceci, ça revient à faire ça. C'est pour ça qu'à cette priorité, vous voyez, on fait le premier test. Si c'est vrai, result égale true, on a bien ça. Sinon, c'est false, et ensuite on affecte. C'est bien ce qui se passe. Ça, très important à comprendre pour cet opérateur ternary qui permet de faire des conditions beaucoup plus condensées. Mais attention de ne pas mettre trop de syntaxe, sinon vous perdrez en lisibilité. On en terminera là pour cette séance sur les conditions. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui était important à savoir. Encore une fois, l'avantage de cette séance, c'est que vous avez moyen de faire pas mal de petits programmes pour vous entraîner. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de chercher des exercices sur internet, vous allez voir dans ma... Bon, elle n'est pas encore publiée au moment où j'ai enregistré cette vidéo, mais la playlist d'exercices du C#, vous avez déjà plein d'idées que vous pouvez trouver pour tester voilà, des conditions, simuler des programmes, des petits jeux vidéo, des systèmes d'authentification. Il y a plein de moyens de s'entraîner, de s'exercer, de comprendre un petit peu ces différentes syntaxes et surtout manipuler un maximum les différents opérateurs que vous avez vus ici et que nous avons abordé dans la séance précédente. J'espère en tout cas que ça a été suffisamment explicite, que tout était suffisamment clair aussi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance sur ce cours de C#. Ciao tout le monde et n'hésitez pas voilà, bien vous exercer pour assimiler un maximum de choses. Bye bye.